mondialisation, stratégie et management aux pays émergents. On va y revenir avec un peu plus de détails sur ces éléments. Que nous remercions vivement pour sa présence et de nous avoir réservé un moment de son temps pour nous donner cette conférence malgré son emploi du temps très chargé. Et je remercie énormément M. Ingrachen qui, sans sa précieuse collaboration, cet événement n'aurait pas pu avoir le jour pardon. Donc nous sommes honorés de vous accueillir à l'Institut Tizi Ouzou et également très chanceux de partager tous ensemble, étudiants, enseignants et invités, ce privilège avec un membre d'une expérience de vie extraordinaire. Nous vous exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude et bienvenue encore à Tizi Ouzou. Ces conférences fenêtres ouvertes sur le monde permettent à nos étudiants, enseignants et invités du monde de l'entreprise et de l'administration de prendre connaissance des changements induits par la dynamique perpétuelle de l'environnement et d'être en contact avec d'autres courants de pensée, de débattre, d'échanger des idées et des expériences avec d'éminents spécialistes dans plusieurs domaines. La pluralité et la diversité des thèmes et des débats qui les entourent permettent de construire et de forger la personnalité basée sur le principe d'ouverture sur autrui, principale source d'enrichissement intellectuel et professionnel. C'est cette démarche qui fonde notre approche, à savoir l'organisation annuelle d'un cycle de conférences et de séminaires sur tous les thèmes d'actualité animés par des personnalités universitaires et du monde professionnel algérien et des invités étrangers. À titre de rappel, on est au 5e rendez-vous pour cette année, donc c'est la 5e conférence. En septembre, on a eu l'honneur d'accueillir le 23 septembre 2014 le PDG de l'INSI, M. Abdelklamini, qui nous a animé une conférence dont le thème est améliorer la compétitivité de l'entreprise algérienne. Le 24 septembre, on a animé une autre conférence Leadership and Communication, donc animée par M. Rachid Amkran, professeur coach et auteur de plusieurs publications sur le leadership et le développement personnel. Le jeudi 16 octobre, une autre conférence a été organisée sur les produits de formation de l'INSI et la formation au sein de l'INSI, MAMATRA. Le samedi 18 octobre, approche par compétences démystifiées, était animée par M. Hamid Genawi, donc consultant international en informatique. À titre d'année 2013-2014 et à titre de rappel encore, on a animé plus de 49 conférences. C'est un peu la limite du militantisme. À l'issue de ces conférences, animées à la médiathèque de l'INSI et à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou et dans plusieurs localités de la wilaya, 200 étudiants ont bénéficié de formations informatiques gratuites offertes par l'INSI. Nous perpétuons cette tradition avec une sommité du monde économique et du management qui va nous animer une conférence dans le thème économie et management d'aujourd'hui en panne de sens, genèse, analyse et prospective. Monsieur Aktouf n'est plus à présenter, mais permettez-moi d'y revenir brièvement sur quelques éléments de sa brillante carrière. Monsieur Aktouf naît à l'Elma, Algérie, le 22 octobre 1942. Et... non, vous vieillissez là. 44. 44. Et l'Algérie qu'il a quitté très jeune suite à une sorte de mesure d'exil par les autorités françaises contre son père, alors militant très actif du mouvement nationaliste algérien, droit nord-africain, PPR. Donc le premier exil de M. Amr Aktouf, une jeunesse, donc je laisserai le soin à M. Aktouf peut-être d'y revenir sur quelques éléments pertinents de cette période. Un deuxième exil, le retour après l'indépendance en Algérie, donc il a poursuivi ses études, il est licencié en psychologie, DEA en psychologie industrielle à Alger, la Sorbonne, l'Université d'Alger, MBA, un troisième exil au Canada, donc un triple exil dans sa vie, MBA, PhD, donc professeur titulaire à HSE Montréal. Membre aussi du Centre
d'études en administration internationale, membre du groupe d'études et de recherche sur le management et l'écologie. Il est membre du bureau scientifique de l'International Study Conference Organization, symbolisme. Et il est membre du International Project Management Institute, donc IPMA. Il est membre du comité scientifique et de nombreuses revues sur la gouvernance à l'Université d'Ottawa. Donc une bibliographie très très riche, donc après des études en psychologie, donc économie, management. Et il a développé plusieurs domaines d'intérêt, donc sur la culture d'entreprise, la gestion de projet, la recherche critique sur les théories et les pratiques en gestion. Monsieur Omar Aktouf est l'auteur de nombreux articles et plusieurs livres dans le domaine de la gestion. Donc, à titre juste de rappel, donc, de certains ouvrages, l'Algérie entre l'exil et la curée, donc, qui est un émouvant témoignage autobiographique du professeur Aktouf, qui vient d'être réédité donc, à la maison d'édition Arak, donc, qui est disponible aujourd'hui, et aussi il est disponible au Salon international du livre d'Alger. Donc c'est là qui se tiendra jusqu'au 8 novembre. Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Presse universitaire du Québec. La stratégie de l'autruche, post-mondialisation. Management et rationalité économique. Le management en tradition et renouvellement, donc Montréal. Altogashi, on finit avec l'économie, management à l'américaine, donc on a qui sont disponibles aujourd'hui avec nous. Donc plusieurs cours, plusieurs distinctions dans sa carrière, donc je vais essayer d'être bref. Donc 1987, prix de recherche de HSE Montréal, 1989, prix Orange, meilleur pédagogue, donc association des étudiants, HEC, 1982 prix des 10 meilleurs articles en développement organisationnel et management, donc par la revue allemande. Mai 2002, médaille d'excellence expert international en management TGRH. 2003, prix du meilleur livre francophone en économie, gestion, économie et gestion. Meilleur livre d'affaires, Québec pour la stratégie de l'autruche, post-mondialisation, management et rationalité économique. Prix du meilleur article en formation en management décerné par l'Association canadienne des sciences administratives. M. Omar Aktouf est aussi connu dans le paysage politique algérien et étranger, donc il est connu pour ses engagements politiques aussi au Canada. Il est candidat de l'UFD, c'est l'Union des forces, l'UFP, pardon, l'Union des forces progressistes. Aussi candidat avec NPD, le nouveau parti démocrate, avec lequel il a réalisé un score de 14% dans un bastion libéral. Il fait partie aussi du lancement du manifeste pour le Québec solidaire. Voilà pour l'essentiel, sans trop m'attarder. Donc, je tiens seulement à vous dire que cette conférence va être suivie d'une vente dédicace et d'une collation à laquelle tout le monde est convié à la fin de cette conférence. Sans trop m'attarder, je passe la parole à M. Omar Aktouf. Bienvenue en France chez vous. Merci. Merci. Malheureusement, sauf à travailler, 40 ans que je n'ai pas parlé, sauf à arabe. Sans trop m'attarder, je passe la parole à M. Omar Aktouf. Bienvenue en France chez vous. Merci. Malheureusement, sauf à travailler, 40 ans que je n'ai pas parlé, sauf à arabe. Mais entre-temps, j'ai appris l'espagnol, le portugais. Je fais des conférences au pied levé en Amérique latine, au Brésil. Mais qu'est-ce que vous voulez, je suis traduit dans plusieurs langues jusqu'au chinois, mais pas en arabe. Les pays arabes dans lesquels j'ai travaillé, j'ai été imposé par des instances internationales. Sinon, même dans certains pays africains. Mais en Amérique latine, je suis très présent, donc voilà, en guise d'introduction comme ça très rapidement.
L'essentiel a été dit. Merci beaucoup. Vous avez fait des recherches approfondies. Merci beaucoup à Céline. Grâce à vous, je suis là. Grâce à lui, je suis là effectivement. Mais tu densifies mon emploi du temps. Hein, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Avec plaisir. Merci, c'est un Malek. Merci de m'accueillir ici. Eh bien, écoutez, je vais être un peu iconoclaste, hein. Je vais bousculer des idées reçues, parce que je suis de plus en plus convaincu maintenant que le monde de l'économie de la gestion dominant, c'est-à-dire néolibéral, c'est-à-dire celui qui est sous l'idéologie essentiellement nord-américaine, essentiellement mondialiste, néolibérale, donc vous savez ce que c'est. Cette économie management-là ne marche pas. C'est fini. Ça marche sur sa tête depuis 2 siècles. Et c'est l'objet de mon prochain livre que je vais partager avec vous ici. J'ai prévu 3 heures ou 4 heures de conférence à faire là-dedans, donc je vais aller à l'essentiel. Le plus important, c'est mon frère. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça va? Oui, oui. Parce que je relève d'une grippe, donc moi je m'entends mal, mais si vous m'entendez bien, ça va. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Bon. Sinon, vous me le dites. Bon, donc, c'est beaucoup plus une déconstruction et tentative de reconstruction de ce système qui, je le répète, je considère qu'il marche sur sa tête depuis 2 siècles, et ça ne peut plus durer. Ça a duré pendant 2 siècles parce que 2 siècles, pourquoi? Bon, depuis Adam Smith, depuis la naissance de la révolution industrielle, du moins, parce que le monde était en expansion. Donc l'économie mondiale en expansion, quand vous gérez l'expansion, quand vous gérez la croissance, il n'y a pas de problème. Il suffit d'ouvrir une boutique pour réussir. Management, pas management, leadership, pas leadership, l'économie est en croissance, vous faites n'importe quoi, ça croît, ça marche. Bon. Mais au bout de 2 siècles, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que l'économie réelle à l'échelle mondiale, depuis la décennie 80, s'est arrêtée de grossir. La seule économie qui grossit, c'est l'économie virtuelle. L'économie virtuelle, c'est quoi? C'est la finance. Et la finance, c'est quoi? C'est l'ennemi de l'économie. Donc, on est en train de faire croître quelque chose qui tue l'économie. Les bourses, notamment, il y a 2 types de bourses. Il y a la bourse à l'américaine, mais il y a aussi la bourse à l'allemande ou à la japonaise. C'est très différent. C'est pour ça que je dis depuis des années, nous, Algériens, depuis Chadi, on s'est ouvert au capitalisme, etc. Mais je n'arrête pas de poser la question, quel capitalisme voulez-vous? Il n'y en a pas un seul. Il y a le capitalisme américain qui est financier, court terme, destructeur, accumulateur, non redistributeur, etc., etc. Et il y a d'autres capitalismes. Il y en a au moins 5 qu'a identifié un certain Étienne Malabre. Moi, j'en identifie 7 livres, c'est un des chapitres de ce prochain livre. Mais il y en a au minimum 2 essentiels qui s'affrontent actuellement dans le monde. C'est le capitalisme financier à l'américaine et de l'autre côté, le capitalisme entrepreneurial à l'allemande. Ce sont 2 capitalismes très différents. Non seulement très différents, mais même opposés. La bourse du capitalisme financier à l'américaine est une bourse de spéculation. La bourse du capitalisme entrepreneurial à l'allemande, qui a été copiée par les Scandinaves, copiée par le Japon, copiée par la Corée du Sud, copiée par la Malaisie, copiée maintenant par les pays du BRICS, plus ou moins, la Chine, le Brésil, que je connais très bien, etc. Et ce sont 2 bourses complètement différentes. La bourse allemande n'est pas une bourse de spéculation, la bourse de Tokyo non plus. Ce sont des bourses de régulation essentiellement. Régulation essentiellement de taux de change et de mouvements internationaux de monnaie, mais pas de spéculation. Alors il faut savoir par exemple que, et ça vient d'une loi allemande, la base, une loi allemande qui interdit de distribuer aux actionnaires des dividendes qui dépassent la valeur résiduelle réelle de l'entreprise. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas spéculer. Si vous êtes propriétaire d'actions de Daimler-Benz qui fait Mercedes, vous ne pouvez pas aller à la bourse de Francfort ou de Berlin et spéculer
sur les actions pour faire gonfler leur valeur artificiellement. Vous ne pouvez pas, parce que la loi l'interdit. La loi interdit que l'ensemble des actions de Daimler-Benz dépasse la valeur réelle de l'entreprise. C'est pour ça que l'économie allemande est solide. C'est pour ça que l'Allemagne est la locomotive de l'Europe. C'est pour ça que la Scandinavie sont parmi les pays les plus dynamiques et les plus compétitifs du monde. Et le Japon, et la Corée, et maintenant la Chine, le Brésil qui suivent. Bon, alors nous, quel capitalisme on veut? Pourquoi on a choisi le capitalisme américain? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas choisi le capitalisme allemand? Ben, la question est simple. Non, la réponse, c'est que le capitalisme à l'américaine, il permet de s'enrichir vite, n'importe comment, faire ce qu'on veut, comme on veut, mettre autant qu'on veut dans sa poche, licencier comme on veut, massacrer la nature comme on veut, massacrer le pays comme on veut. Ça, c'est le modèle américain. Le modèle allemand, japonais, scandinave, il est plus compliqué. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. On ne s'enrichit pas vite. On s'enrichit lentement. On fait des profits raisonnables. On est surveillé par la loi. Il y a des tas de lois qui vous surveillent, les écologistes, voilà, les mouvements sociaux, les syndicats. Et le syndicat est co-gestionnaire. Donc vous ne pouvez pas, l'entreprise est à vous, mais vous ne pouvez prendre aucune décision sans l'accord du syndicat. Parce que dans la loi allemande, le syndicat est co-gestionnaire. Il gère avec le patron, même si l'entreprise est à vous. Donc c'est un modèle plus difficile. Alors nos patrons à nous, Algériens, notre FCE, je n'ai que des amis là-bas, vous savez, les familles qui dorment dans les rues, 100 villes américaines en faillite, dont Détroit ne peut pas payer les pompiers, ne peut pas payer l'éclairage public. Vous imaginez une ville comme Détroit, une des principales villes des États-Unis, Dallas, machin, je ne sais pas quoi, l'amour, le rêve américain. Bon, le rêve américain, il n'y en a plus. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est pour ça que, personnellement, je parle d'économie management, d'une idéologie économique dominante. Et je dis bien idéologie économique, parce qu'il n'y a pas de science économique. L'économie n'est pas une science. Pas plus que la gestion. C'est de l'idéologie. L'idéologie au service de quoi? Au service du how to make money. Moi, j'ai rien contre how to make money. Faites de l'argent, je m'en fous. Alors, entre parenthèses, moi, c'est pas I am not money driven. C'est pas l'argent qui me fait courir. Si c'était l'argent, si je voulais devenir riche et puissant et avoir 50 Mercedes et une villa à décollage vertical et je sais pas quoi, ce qui m'intéresse de comprendre. Donc, en parenthèse, mes livres, là, je ne touche pas le droit d'auteur. Je ne touche aucun droit d'auteur d'aucun de mes livres, dans aucune des langues dans lesquelles ils sont livres, tout simplement par principe. J'ai un salaire de professeur, alhamdoulilah. Ça me suffit pour me payer un appartement, une voiture qui roule, manger, m'occuper en voiture d'occasion. 3 Volvo, les plus solides du monde, suédois, technologie suédoise. Récemment, mon fils, il m'a dit hey, ta bagnole, elle déconne, là, tu la changes. J'ai dit non, mon fils, c'était plus change. Fabriqué par les Américains à la moulinette. Bon. Mais qu'on fait croire aux gens diplômés de gestion et d'économie qu'ils apprennent des connaissances, alors qu'ils n'apprennent que des techniques et des formules. Et ensuite, quand on prend des décisions à partir de techniques et de formules qu'on confond avec les connaissances, le problème, c'est qu'on prend des décisions qui n'ont pas de sens. Parce que ce qui donne du sens, c'est les connaissances. Donc, pour moi, l'économie management doit être, et c'est la dernière partie de ce livre que je suis en train de travailler, doivent être encadrées par des connaissances. Qu'est-ce que c'est les connaissances? L'histoire, l'histoire universelle, l'anthropologie, la sociologie, la démographie, bon, d'accord, linguistique, hein, la géographie, ça c'est des connaissances. Y compris la physique, y compris, vous allez voir, j'utilise la physique pour comprendre pourquoi le management ne fonctionne plus. Donc, attention à ça, là je vous livre comme ça en vrac
des choses, mais je vais vous poser une question que je pose partout, depuis l'Australie jusqu'au pôle Nord. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut me regarder dans les yeux et me dire qu'aujourd'hui, notre planète est bien gérée? Cette planète n'a jamais été aussi mal gérée. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de diplômés en gestion. On a un problème là. Plus il y a de diplômés en gestion, plus c'est mal géré. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui ne va pas. Et je vous dis, votre réaction, là, j'ai la même réaction de l'Australie jusqu'au pôle Nord. Et des publics de professeurs, de doctorants, de chefs d'entreprise, de cadres de fonction publique, de tout ce que vous voulez. Étudiants, dans toute la planète, les gens sont d'accord pour dire que cette planète est mal gérée. Extrêmement mal gérée. Alors, on a un problème. Ou ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion et d'économie n'a rien à voir avec cette planète, ou la réalité de cette planète n'a rien à voir avec ce qui s'enseigne dans les économies de l'école d'économie et de gestion. D'autant plus que les écoles d'économie ne sont plus des écoles d'économie, mais des écoles, ce qu'on appelle business economics, ce qu'on appelle économie industrielle en français, je crois. Business economics. Même principe. Bon, hein? Même principe. Même principe, je ne connais pas. J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'à travers la planète, cette économie management que j'appelle traditionnelle, c'est pour ça que j'ai un livre qui s'appelle Management entre tradition et renouvellement. Dans le management traditionnel, je suppose que vous étudiez, si vous étudiez les livres traduits de l'américain, etc., quand vous verrez les miens, malheureusement, mon livre de management, mon éditeur ne veut pas le lâcher. Un éditeur canadien, il dit, tiens, il est à sa 5e édition, il a fait des millions avec ce livre, traduit jusqu'en chinois, mais il ne veut pas le lâcher. Alors mon éditeur ici est en train de supplier pour qu'il permette qu'il soit édité ici, mais bon, pour l'instant, il n'a encore pas donné l'autorisation. Donc dans ce livre-là, je dis, il y a des éléments dans la tradition du management que j'appelle traditionnel, c'est-à-dire celui qui a été fabriqué depuis Taylor, Fayol, blabla, etc., vous connaissez. Il y a des éléments qui peuvent s'appliquer encore, qui sont encore bons, mais il y a des tas d'éléments qui ne sont plus du tout à l'ordre du jour au XXIe siècle, qui sont non seulement inutiles, mais même peut-être nocifs. C'est pour ça que j'appelle entre tradition et renouvellement. Donc je vais chercher dans la tradition qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a encore à conserver, et ce qui n'est pas à conserver, ben, comment on peut le renouveler. Et la partie renouvellement s'inspire essentiellement du modèle allemand, du modèle scandinave, du modèle japonais, du modèle des briques, et puis de choses que personnellement j'ajoute. Bon. Alors, donc on est d'accord que cette planète est mal gérée. Mais si vous êtes d'accord là-dessus, votre silence est éloquent, ça veut dire que plus ou moins chacun et chacune de vous a une idée de ce que veut dire bien géré. Sinon, vous ne pouvez pas conclure que c'est mal géré. Alors, qu'est-ce que c'est bien géré? Alors, voilà, un autre problème. Très grand problème. Ça sera tout un chapitre de ce livre. Qu'est-ce que c'est bien géré? Est-ce que bien gérer, c'est enrichir le patron? Bon, eh oui, non, mais c'est ça que disent les livres américains. Vous prenez les livres du management et de l'économie américaine, ils vous disent tout dirigeant, tout manager qui fait autre chose qu'enrichir ses actionnaires doit être mis en prison. Voilà ce que dit le management américain. Le bon management, c'est celui qui enrichit le patron. Bon. Alors, vous voyez, le Mexique, il a l'homme le plus riche du monde. M. Carlos Slim. 80 milliards, voilà, fortune personnelle. Je connais très bien le Mexique. Le Mexique, c'est le chaos. 45% des Mexicains vivent dans la pauvreté extrême, sinon absolue. Mexique, c'est quasiment la guerre civile. À Mexico, après le tomber du soleil, si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'êtes pas avec des gens sûrs, votre vie, pour la montre, on vous coupe la main. Mais ils ont l'homme le plus riche du monde. Alors à quoi ça leur sert?
Et nous, en Algérie, je sais qu'il y a des think tanks, des machins, des groupes, des forums qui disent qu'il faut qu'en Algérie, on ait des riches. Et quand on aura le plus de riches possible en Algérie, l'Algérie ira bien. Je suis désolé, mais non, la corrélation n'est pas aussi évidente que ça. C'est pas parce que les riches s'enrichissent que le peuple va mieux. Alors, qu'on comprenne bien, je n'ai rien contre l'enrichissement et la richesse. Celui qui veut s'enrichir, là, il de l'eau. Celui qui a pour objectif dans la vie d'accumuler des dollars, moi je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Moi, si j'avais pour objectif dans la vie uniquement comment remplir le plus de coffres possible de dollars, je me suicide. Ça n'a aucun sens. Et Hamal Dikoum, quel sens a une vie consacrée à accumuler des dollars? Bon, des dollars pour vivre confortablement, ça va. Mais une fois qu'on a la vie confortable, il faut passer à autre chose. Bon, donc, je n'ai rien contre ceux qui veulent accumuler des dollars. Mais, s'il vous plaît, faites-le intelligemment. Enrichissez-vous sans détruire la nature. Vous vous enrichissez en détruisant la nature, ça se retourne contre vous. Parce que ça provoque des maladies, ça provoque des contaminations, des maladies, des pollutions, qui fait que même votre propre intérêt est menacé. S'enrichir intelligemment, c'est s'enrichir sans faire de chômeurs. Vous savez combien de patrons augmentent leurs profits en licenciant? Maintenant, aujourd'hui, le profit dans le monde du capitalisme à l'américaine ne se fait plus que sur le chômage et la pollution. C'est les deux seules sources de profit. Valeur ajoutée, blablabla, bla, 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 fini. Kdo, pas vrai. Et je vis là-bas, et j'analyse là-bas, et je suis consultant là-bas, et je sais de quoi je parle. On augmente les profits sur le chômage, et la pollution, et la pauvreté. C'est tout. Bon. Alors, s'enrichir intelligemment, pas faire de chômeurs. Quand vous faites des chômeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des gens qui n'ont plus de revenus. S'ils n'ont plus de revenus, ils ne vont pas acheter ce que vous produisez. Si vous fabriquez des gens qui ne peuvent plus acheter ce que vous produisez, vous êtes contre votre propre intérêt. S'enrichir sans faire de pauvres. Voilà. S'enrichir en garantissant une demande effective, solvable, à l'échelle de la nation. Ça, oui, c'est de l'enrichissement intelligent. Donc, bien géré, c'est ça. Puisqu'il s'agit d'économie et d'enrichissement et d'argent. Alors, Aristote l'a défini de son temps. Alors, ce qui fait que je peux parler comme ça du management, et ce qui fait qu'en arrivant au Canada, j'ai eu une voie à part qui a été reconnue assez rapidement. J'ai commencé à enseigner en 83, en 87, j'avais le prix de la recherche en gestion. C'est parce que, tout simplement, je suis arrivé au management et à l'économie après être passé par littérature, philosophie, psychologie, psychanalyse, psychologie clinique, psychologie industrielle, linguistique, physique théorique, anthropologie, etc., etc., etc. Et après, je suis arrivé au management et à l'économie. Et donc, quand je suis arrivé au management et à l'économie avec tous ces éclairages, j'ai regardé ça d'un autre œil. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, forcément, ce que j'écrivais était différent, plus original, avec une autre valeur ajoutée que ce qu'écrivaient, ceux qui répétaient les manuels, des manuels, des manuels qui ont été écrits par ceux qui ont écrit les manuels sur lesquels leur prof a étudié. Bon. Alors donc, Aristote nous l'a dit, de son temps, ce que c'est bien géré. Bien sûr, de son temps, on ne parlait pas de gestion. Mais dans l'éthique à Nicomaque, si je me rappelle bien, Aristote parle du bien vivre ensemble. Qu'est-ce que le bien vivre ensemble? Donc le bien vivre ensemble d'Aristote, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la gestion, l'économie, le bien-être économique, le bien-être général. Alors Aristote, il le dit très clairement. Le bien vivre ensemble, c'est quand toutes les calamités, les souffrances, les dommages, etc., qui affligent, qui font souffrir l'être humain, la communauté,
et la nature, quand tout ça est en baisse, alors c'est du bon vivre ensemble. Mais quand tout ça est en hausse, c'est du mauvais vivre ensemble. Alors, Hamadikum aujourd'hui, dites-moi, est-ce que les dommages à la nature augmentent ou baissent? Augmentent. Est-ce que les injustices augmentent ou baissent? Les inégalités, les guerres, les violences. Donc voilà mon premier message. Bon, je vais sauter des passages comme ça rapidement. L'état d'invention de l'Occident, une des inventions de l'Occident que nous avons héritées et que nous reconduisons de façon aveugle et destructrice, c'est par exemple l'individu. Moi. L'individu sans la communauté humaine n'existe pas. Mais ça a été une invention occidentale, au XVe siècle. Après Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses donc tu es. Ça veut dire que tu ne penses pas. Nous pensons, donc je pense. Et Descartes a enlevé ce nous. Donc il a enlevé la communauté. Et cette invention, cette création de l'individu, moi, parce qu'un individu algérien devient riche, on se met à genoux devant lui, on l'applaudit, on lui met sa tête, on prenait dans les couvertures de journaux. Pourquoi il faut applaudir quelqu'un qui devient riche? Pourquoi? Pourquoi il faut applaudir quelqu'un qui devient riche en employant d'autres personnes? Si vous connaissez un entrepreneur, un employeur, qui crée un emploi, si ce n'est pas pour exploiter et faire de l'argent sur le dos de celui qu'il va employer, moi je vous paye de la Hamoud Bou'ala pour 5 générations. Alors pourquoi il faut applaudir et remercier quelqu'un qui exploite un autre? C'est un acte de business. Il fait du business. Pourquoi faire de cet acte de business un acte héroïque de patriotisme, de grand bonheur qu'il faut applaudir? Ah, il crée de l'emploi, il crée de l'emploi pour faire de l'argent dessus. Pas besoin de l'applaudir et de le remercier. Mais tout ça, ça a été une des inventions de ce management traditionnel que je dénonce à l'américaine. C'est pour faire passer les patrons pour de grands humanistes, pour faire passer les faiseurs d'argent pour des faiseurs de bien de la communauté. Or, cette communauté, je vous dis, on l'a fait disparaître pour le profit de l'individu. Or, l'individu sans la communauté, il ne vaut rien, il n'existe pas. Alors, vous voyez un peu, donc, juste ça. L'autre invention létale de l'Occident, c'est le marché. Et Hamad dit qu'on a le marché qui se réveille énervé. Où il est? On entend ça tous les jours, non? Le marché des bourses, il est énervé, il est malade. Donnez-lui du Valium qui dort, mais qui se calme un peu ce marché. Voilà le marché. On a inventé le marché pour nous faire croire que nous ne sommes pas manipulés, exploités par des groupes de riches, de super riches, de monopoles, de cartels internationaux, d'oligopoles internationaux qui font toute l'organisation de la planète pour leur intérêt. On a inventé le marché pour faire croire qu'ils n'y sont pour rien. Ceux qui nous manipulent, qui nous exploitent, qui esquintent, qui tuent la nature, qui nous... c'est pas Bouygues, Bolloré, Pinault, Lagardère, Arnaud, non. C'est le marché. C'est le marché. Voilà le marché. Le marché, il est en train de mettre notre planète dans la catastrophe. Alors que quelqu'un me dise où il habite, qui me donne son adresse, et moi je vais là et je le tue, le marché là. Contre-l'eau. Il est en train de massacrer la planète. Bon, alors voilà, donc des choses comme ça, je pourrais en rajouter à la rareté. La gestion et l'économie, c'est les sciences de l'allocation optimale des ressources rares. Que veut dire le mot rare? Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, la rareté n'existe pas. La rareté, c'est un concept subjectif inventé par l'être humain
pour exprimer l'idiotie suivante. Quand l'être humain dit l'or est rare, il dit la nature ne donne pas autant d'or que je veux. Et ça, mais la nature, elle donne ce qu'elle peut. L'or, il n'est ni rare ni abondant. L'or, il est. Point. J'ajoute rare ou abondant, j'ajoute un sentiment subjectif. Mais on nous fait croire que ce sentiment subjectif est un concept scientifique. Et on invente des sciences de la rareté. Non, alors je peux vous en ajouter comme ça. Déjà dans la stratégie de l'autruche, il y a quelques chapitres là-dessus sur ces faux concepts. Il y en a plein. Et deuxième chose, c'est quand les écoles de business et d'économie sont elles-mêmes des business. Alors, si on copie ça aussi, on est sur le mauvais chemin. Je ne dis pas qu'on n'a pas à faire de l'argent avec de l'éducation ou de la formation. Bon, ça m'est complètement égal. Mais qu'on fasse de l'argent avec de l'éducation, etc., à côté d'un système d'éducation nationale publique fort, efficace, puissant, une santé privée à côté d'une santé publique forte, puissante, hein, comme en Allemagne, comme en Scandinavie, comme en Belgique, comme au Japon. Il y a des écoles privées, il y a des universités privées, il y a des cliniques privées, mais il y a des universités publiques, il y a des hôpitaux publics aussi bons, aussi forts, aussi technologiques, aussi avancés, sinon plus que les privés. Alors là, ça devient complémentaire. Donc ça va, là, j'ai pas de problème. Mais qu'on enseigne à tue-tête le privé, il faut tout privatiser, il n'y a que le privé qui est efficace, l'État, c'est une imbécilité parce que ça n'a rien à voir. Le rôle de l'État, c'est une chose, et le rôle du privé, c'est autre chose. On va y revenir. Mais bon, on dirait en Algérie, on n'a pas d'État. C'est le premier à le dire. Je ne sais pas si dans toute l'histoire d'Algérie, on a déjà eu un État, dans la définition de ce qu'on appelle un État, un vrai, mais bon, j'espère qu'on y arrivera un jour. Alors, les écoles de business, ça charge des business, et les écoles d'économie aussi. Qu'est-ce que c'est un business? C'est évidemment une institution qui veut faire de l'argent. Alors, quand vous êtes une école de gestion et que vous voulez faire de l'argent, il vous faut des clients. Donc, on arrive à cette espèce d'absurdité, c'est que les étudiants ne sont plus des étudiants, c'est des clients. Or, le client, il faut lui plaire. Si vous ne lui plaisez pas à votre client, il va aller ailleurs. Ça va? On appelle la concurrence. Hein? Bon. Alors, je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée récemment, un cours, je ne sais plus, une maîtrise ou doctorat, enfin peu importe. Parce qu'il y a des Américains qui viennent étudier au Canada parce que c'est moins cher pour eux. Aux États-Unis, ils payent plus cher. Et donc, premier cours, ce n'était pas un cours que j'avais confectionné moi, c'était quelqu'un d'autre qui était directeur du programme. Et il y a une espèce de texte qui ne me plaisait pas du tout, avec un cas, des machins, enfin, un truc que je n'aime pas du tout. Et j'ai dit aux étudiants, écoutez, bon, vous avez lu, c'est facile, c'est pas compliqué à comprendre, hein, vous avez tous compris ce qu'il y a dans ce texte, dans ce cas. Bon, hein. Moi, premier cours, je vais vous parler de Platon et d'Aristote, qui sont les pères de l'idée d'organisation, et on va essayer de voir d'où vient la racine, l'archéologie, la généalogie de ce qu'on appelle l'organisation. Donc on va commencer par Platon et Aristote. Platon, la République, et Aristote, la politique. Et quelqu'un lève la main. C'est un cours de doctorat. Oui. Monsieur, j'ai payé assez cher pour étudier un PhD en management. Je n'ai pas payé pour écouter parler de Platon et d'Aristote. Alors j'ai dit à vous avez payé pour venir étudier le management. Oui. Et le prof de management, c'est moi. Oui. Si vous avez payé pour étudier le management, c'est que vous ne savez pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est et que vous payez pour venir l'étudier, ça ne va pas. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, qu'est-ce qui vous fait dire que Platon et Aristote, ce n'est pas du management? D'où ça vient? Alors voilà, ces clients qui viennent dans les écoles de management, dans les business schools et dans les economic schools, ils viennent là pour se faire confirmer ce qu'ils ont dans leur tête. Ça va?
Ils ont dans leur tête, management, c'est comment remplir les poches. Alors un prof qui vient me parler de Platon et d'Aristote, qui ne me parle pas de comprendre comment remplir ma poche, c'est pas un prof de management. Ça va? Bon. Autre problème, c'est, évidemment, il faut leur plaire. Alors regardez, il y a eu des détournements de connaissances. Ça va être le deuxième ou le troisième chapitre du livre. Détournement des connaissances de management et d'économie pour plaire à la clientèle, pour que la clientèle ne s'en aille pas. Exemple, Adam Smith. Tout le monde connaît Adam Smith. Bon, toutes les écoles de gestion et de business économique se réclament d'Adam Smith. C'est leur dieu. Mais qui d'entre vous a déjà entendu un prof enseigner ou lu, dans les versions actuelles d'Adam Smith, cette phrase d'Adam Smith? Je déteste les businessmen parce qu'ils ont une devise infâme. En anglais, c'est felony. Felony, c'est une infamie énorme. C'est bien ce qu'a écrit Adam Smith. Je déteste les businessmen parce qu'ils ont une devise, un slogan, un business, sans surveiller ce qu'ils font, et vous avez 3 bandits. Qui a entendu cette phrase d'Adam Smith? Tous ceux qui passent à la télé, machin, et qui parlent d'Adam Smith, combien de fois ils l'ont prononcé? Jamais. Bon, je pourrais en rajouter comme ça sur l'abêtissement des ouvriers par la division du travail. Pire que Marx. Ou presque. Bon. Alors voilà, déjà, juste lui, juste celui-là, Adam Smith, il a écrit des choses comme ça qu'on a enlevé. Parce qu'évidemment, si vous recevez, vous êtes une école de business ou de business economics, et vous recevez des enfants de millionnaires et de milliardaires, ça coûte cher, hein, ça coûte vraiment cher. Canada et États-Unis, c'est très très cher pour étudier. Vous avez vu M. Montebourg, là, qui est en train d'étudier un mois, ça lui coûte 30 000 €. Un mois à l'INSEAD. Et je connais l'INSEAD. Ce qu'on enseigne à l'INSEAD, c'est les bêtises américaines de 1940. Ils payent 30 000 € pour aller étudier ça. Bon. Alors, donc, détournement de connaissances. Pour plaire, imaginez une école de gestion qui reçoit des enfants de ces milliardaires, millionnaires, machin, et dont les professeurs leur disent, vous savez, Adam Smith a écrit qu'il déteste les businessmen parce qu'ils ont une devise infâme, ils sont super égoïstes, tout pour moi, rien pour les autres, et ils les méprisent parce qu'ils détruisent l'économie au lieu de la construire. Et Adam Smith a dit, si on laisse 3 businessmen, vous connaissez tous Taylor. Bon. Il y a un principe de Frédéric Taylor que je suis sûr qu'on n'avait jamais entendu. Bon, pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi c'est là? Fin des années 70, parce qu'on m'a poussé à la porte. Je ne suis pas parti au Canada pour faire fortune et pour jouer les listes, c'était ça, je serais resté ici. À mon corps défendant, et la seule proposition valable, généreuse, de long terme qu'on m'a donnée, c'est dans une petite université canadienne. En venant de Genzet et voilà, il faut être à la hauteur. Hein. Donc je me suis mis à relire tous les classiques. J'ai été chercher une version originale d'Adam Smith au British Museum de Londres. Parce que je n'en trouvais pas. Je voulais lire l'original. L'original de Taylor, l'original de Fayol, l'original de Simon, l'original de Maillot, l'original de tous. Et quand je me suis mis à les lire, je me suis aperçu que ce qu'on m'a enseigné pour mon MBA et ce qu'on m'a enseigné pour mon PhD, eh bien, c'était des Maillot, des Taylor, des Fayol, des Smith, complètement déformés. Alors, revenons à Taylor. Qui connaît ce principe de Taylor? Qu'il a énoncé et rappelé devant la commission sénatoriale devant laquelle il est passé en 1912, parce qu'on accusait son système d'être à la base des problèmes que l'Amérique a connus, des grèves, etc., en 1911. Le principe dit ceci. Et vous le trouverez dans les œuvres complètes de Taylor, édition Buneau, 1970, page 132. Hein? Je fais tout pour me rappeler par cœur de ça, parce qu'en général, quand je lis, on ne me croit pas. Sinon, vous trouverez la référence c'est dans Management Traditionnel Renouvellement. Je suis sûr que c'est à peu près ça. Œuvre complète,
1970, Buneau, les éditions Buneau, page 132 ou 133. Le principe est suivant. Dès lors, une fois que les coûts de l'entreprise sont payés, Frédéric Taylor, que les coûts dans les coûts de l'entreprise, Taylor ne précise pas trop, mais on devine que ce qu'il veut dire, c'est une fois les salaires des patrons payés, leurs primes, les bonus, l'investissement, etc. Tout ce qu'il faut pour que l'entreprise continue à rouler. Une fois que tout ça est payé, Taylor ajoute, ce qui reste doit être partagé équitablement avec tous les ouvriers. Qui a entendu ce principe de Taylor? Levez la main. Vous pensez bien. Des millionnaires qui envoient leurs enfants étudier dans une école de business où leur prof leur dit 5e ou 6e principe de Taylor, partager tout ce qui reste équitablement avec tous les ouvriers, le papa, il va l'enlever tout de suite. Il ne partage pas avec les ouvriers. L'ouvrier, on le suce. D'ailleurs, l'ouvrier, il est paresseux, il n'y a que le patron qui est... Hein? Vous n'avez pas remarqué pour ça Le patron, il est autoculturé, automotivé, automobilisé, auto-intelligent, l'ouvrier, auto-idiot, auto-non-motivé, auto-non-culturé, voilà. Fayol. Un des principes de Fayol, 2. Il y en a 14, mais il y en a 2 autres qu'on n'enseigne jamais. 1. Privilégier la relation orale directe avec l'employé de base toutes les fois qu'on le peut et éviter l'écrit. Qui a entendu ce principe de Fayol? Il m'a dit comme combien de PDG, américains et même algériens peut-être, parlent une fois par an à un ouvrier. Combien? J'en connais même qui ont des milices. Pas ici, je ne sais pas. Mais au Canada et aux États-Unis, il y en a. Les patrons ont des milices armées devant leur bureau pour empêcher les ouvriers d'entrer. Pourquoi ils ont peur de leurs ouvriers? Pourquoi ils ont besoin d'une milice armée pour empêcher l'ouvrier d'entrer? Chose qui ne va pas. Ils sont ennemis. Et pourquoi sont-ils ennemis? Quelle théorie l'explique? Il y en a, mais ce n'est pas celle qu'on enseigne. Autre principe de Fayol. La base de l'efficacité de toute organisation, c'est l'équipe. Et tout dirigeant digne de ce nom, et tout bon dirigeant, vous savez, Fayol a écrit la théorie du bon dirigeant d'entreprise. Tout bon dirigeant qui prend des décisions sans s'informer, consulter et savoir ce que pensent les équipes. Déjà, il parlait d'équipe. Dans les mines, on travaille par équipe. Eh bien, c'est un très mauvais dirigeant. Fayol. Combien de fois on enseigne ce principe? Quand on enseigne, c'est au sommet, la stratégie, la pyramide, le cerveau en haut, c'est ça qu'on enseigne de Fayol. Le cerveau qui commande et les organes qui obéissent, il l'a dit, c'est vrai. C'était la biologie de son époque. Bon. Alors, bon, je pourrais en citer comme ça, et Tolmayo, et Maslow, par exemple. Vous connaissez tous Frédéric Maslow. Vous connaissez tous sa pyramide à 5 échelles. Hein? D'accord? Physiologique, machin, je sais pas quoi, social, sécurité, estime, bon, réalisation, estime. Ça, c'est la version de l'œuvre de Human Nature and Motivation de Maslow. C'est la version 1950. Mais il a écrit un autre en 1970. Où il n'y a pas 5 échelons, il y en a 7. Combien d'entre vous les connaissent? Bon, eh bien on a oublié
sa version de 1970, parce que celle de 1950 est beaucoup plus commode pour attirer et conserver les clients quand on veut être un business soi-même. Qu'est-ce que c'est ces deux échelons qu'il a ajoutés? Il a ajouté un sixième, c'est besoin d'éducation et de culture. Parce que chez Maslow, dans son œuvre originale, ce n'est pas des besoins hiérarchisés, machin, etc., comme on les présente. C'est une évolution. L'être humain évolue. Bébé, il veut juste bouffer, mais en grandissant, petit à petit, il se rend compte qu'il y a des gens autour de lui, hein, le besoin social, il se rend compte qu'il faut qu'il plaise, il faut que les gens l'aiment, estiment, il se rend compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie, réalisation, hein, et puis, en évoluant, il se rend compte qu'il faut qu'il se cultive, qu'il soit éduqué. Septième, besoin de spiritualité, prendre soin de son âme, métaphysique. On a éliminé, d'ailleurs Maslow était très fâché, il a écrit des articles pour se plaindre, etc. Comme Taylor était extrêmement, il est mort dépressif, déprimé complètement, parce qu'il était dégoûté, écœuré par les patrons américains. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il disait, mes pires ennemis, ce n'est ni les ouvriers, ni les syndicats, mes pires ennemis, c'est les patrons, les financiers et les comptables. Frédéric Taylor. Et il a dit, les États-Unis finiront très mal. Quelle prémonition. Parce que, Taylor, parce que les patrons américains ne sont préoccupés que par une chose, s'enrichir. Et s'enrichir n'importe comment et à n'importe quel prix. Et deuxièmement, les patrons américains ne se soucient pas de leurs ouvriers, ne se soucient pas de leur qualification et ne se soucient pas de la satisfaction du client. Donc l'économie américaine va très mal finir. Frédéric Taylor, 1912. Et comme aujourd'hui, quand vous regardez les produits allemands, scandinaves, japonais, vous les comparez aux produits américains, qui est-ce qu'on doit copier, nous? Et pourquoi notre ministre de l'Industrie, il a été aux États-Unis avec une délégation de je ne sais quoi là? Pourquoi il ne va pas en Allemagne? Pourquoi il ne va pas au Japon? Pourquoi il ne va pas en Suède? C'est ça les pays compétitifs. La meilleure qualité du monde, les meilleurs produits du monde, les meilleurs travailleurs du monde. Il va aux États-Unis parce que la classe dominante algérienne, comme toutes les classes dominantes, veut le modèle américain. À commencer peut-être par lui-même. C'est tout. Bon. Alors, donc oui, imaginez qu'on enseigne ces deux échelons supérieurs. Vous imaginez un patron qui a un ouvrier, il dit écoute, il faut faire plus de bicyclettes à l'heure. Et l'ouvrier qui lui répond, ben, vous savez, moi je suis dans le besoin d'éducation et de culture. Je suis en train de lire l'œuvre complète de Dostoïevski comparée à l'œuvre complète de Tolstoï. Et aujourd'hui, je dois terminer Anna Karénine, donc je n'ai pas le temps de faire plus que 2 bicyclettes. Hein? Ou alors un ouvrier qui dit, écoutez, moi je m'occupe de mon âme, je suis dans mon besoin métaphysique, spirituel, hein? Il faut que je médite 5 heures par jour. Je travaille pour vous 4 heures et le reste je médite. Vous imaginez? C'est pas possible. Donc on a coupé. Et à force de couper, on enseigne dans les écoles de business économique, c'est les écoles de business, de plus en plus, des choses qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens parce que ce n'est pas les théories de leurs inventeurs, où ils ont été tordus ou traficotés pour plaire à ce qu'on appelle maintenant des clients. On les appelle carrément des clients. Moi, mon école, HEC Montréal, les étudiants, on ne les appelle pas étudiants, on les appelle clients. À la rentrée, c'est des clients et à la sortie, c'est des produits. Et quand on se réunit pour les réunions pédagogiques, discussion, c'est comment transformer nos clients en bons produits pour le marché. Voilà. Bon. Alors, je vais sauter pour vous montrer un peu comment ce système ne marche pas. L'hyperfinanciarisation, qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement le fait que cette économie mondiale, sous le... Bon, je vais passer tout ça parce que j'ai pas le temps. Voilà ce qui est devenu l'économie mondiale maintenant, ce qui a servi de couverture à mon livre entre-temps. Faites le profit minimum pour respecter la nature, respecter le plein emploi, respecter le bien-être de la société. Oui. Maximum. Le maximum n'existe pas. Dans la nature et dans l'univers, il n'y a pas de maximum. Il n'y a que des équilibres. Alors la seule chose qui peut augmenter au maximum et à l'infini, c'est la finance. Parce qu'on reproduit des billets ou des digits à la bourse. Ça peut être infini. C'est aujourd'hui en circulation. Et d'ailleurs, il y a une bulle qui va éclater un jour ou l'autre. Pire que 2008. Ce qui circule à l'échelle de la planète en termes de monnaie, liquidité, produits dérivés, obligations, actions réalisables immédiatement et produits dérivés toxiques, 10 fois le PIB de la planète. 10 fois. La banque Barclays, la banque Barclays possède comme actif, la toxique, tout ça, 13 fois le PIB de l'Angleterre. La banque BNP Paribas, 12 fois ou 10 fois le PIB français. Nous, on va, à l'échelle mondiale, il y a aujourd'hui 30 000 milliards de dollars en plus de produits potentiellement toxiques de ce qui circulait en 2007. C'est-à-dire que si cette bulle éclate, vous avez le financier, il est riche, il est content, la bourse, ça monte, et vous avez l'économie. Voilà. Clochard, pauvre, la finance monte, l'économie baisse. Pas compliqué. Je vais vous donner un exemple, un peu technique, mais quand même assez parlant. Le ministre du Travail de Clinton, 1995-96, Robert Reich, qui a fait un excellent documentaire qui s'appelle Inequality for All, Inégalité pour tous, il vient de sortir, il confirme tout ce que je dis depuis des années. Bon, enfin pas ça. Il annonce qu'au ministre du Travail, suivez bien parce que c'est un peu technique, mais ça explique très bien ça. Il annonce qu'il va créer 600 000 emplois par l'État pour refaire les infrastructures américaines, etc. 600 000 emplois dans 6 mois. Tout de suite après cette annonce, les grandes entreprises américaines, AT&T, Scott, General Motors, Chrysler, General Electric, Westinghouse, tout ça, licencient pratiquement 1 million et quelques de travailleurs. 2 entreprises, Scott Paper et AT&T, ont licencié en une semaine 65 000 employés. Pourquoi? Quel est le rapport entre le fait que le ministre du Travail américain annonce, nous, État, on va créer 600 000 emplois, et les entreprises américaines qui licencient? Où est le rapport? Est-ce que vous le voyez? Eh bien, le voilà. Et Robert Reich, comme ministre du Travail, il a convoqué, cherchez sur Google, peut-être vous le trouverez, parce qu'il l'efface tout le temps. C'est sur le réseau ABC, hein, et ça s'appelle Layoffs and the Fate of American Workers. Licenciement et le destin des travailleurs américains. C'est une émission d'1 heure, en prime time, 7 heures de l'après-midi, quand toute l'Amérique écoute. Eh bien, Robert Reich, ministre du Travail de Clinton, 1995 ou 96, convoque publiquement, il lance un défi public, en public, à tous les grands patrons américains, PDG de Westinghouse, PDG General Electric, PDG de Scott Paper, PDG de AT&T, il leur lance un défi. Venez débattre à la télévision parce que je vais faire la preuve au peuple américain que vous êtes des bandits, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins de l'économie américaine, vous êtes les purs ennemis du peuple américain et vous êtes les ennemis de l'économie américaine. Parce que quand moi j'annonce que je vais créer de l'emploi, vous faites du licenciement. Pourquoi? Juste pour augmenter la valeur de vos actions, parce que vous transformez cette masse salariale en dividendes, et ces dividendes font que vos actions se maintiennent dans leur valeur
pour que vos stock options remplissent vos poches. Vous imaginez un ministre du Travail américain qui dit ça aux grands patrons américains? Quand est-ce qu'un ministre du Travail algérien va convoquer nos grands patrons pour leur dire en face certaines vérités? Vous le savez aussi bien que moi. 75% des entreprises algériennes ne déclarent pas leurs employés à la sécurité sociale. 65% payent moins que le SMIC. 60 ou 70% les font travailler plus que 12 heures par jour. Etc., etc., etc. À quand un ministre du Travail qui va convoquer ces gens et leur dire basta, payez le SMIC, déclarez vos employés, arrêtez de les faire travailler plus de 8 heures par jour? Quand? Je ne parle pas du fait de ne pas payer d'impôts, je ne parle pas d'évasion fiscale, je ne parle pas des détournements, je ne parle pas de... Hein? Bon, il y en a. Hein? Ben, le ministre américain, puisqu'on veut s'inspirer de l'Amérique, eh bien, inspirons-nous de l'Amérique, comme il faut, totalement, y compris de son ministre du Travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, techniquement? Techniquement, quand l'État annonce « je vais créer 600 000 emplois dans 6 mois », ça veut dire qu'il y a 600 000 salaires en plus. Ça va? Ces 600 000 salaires en plus, c'est une masse monétaire en plus. Donc, dans l'intervalle entre le moment où cette masse monétaire est mise en circulation sous forme de salaire et le moment où il va y avoir équilibre en produits et services infrastructures, il se passe 1 an, 2 ans, ça va? Mais dans cette période, qu'est-ce qui se passe? L'inflation, évidemment, puisque vous augmentez la masse monétaire qui circule, donc les prix ont tendance à monter. Or, l'inflation, c'est l'ennemi de l'argent. Alors, quand on vous dit, il y a des États, des ministres, des machins, on va lutter contre l'inflation pour le bien-être du peuple. Bien ça, mais le peuple qui n'a pas le sou, en quoi voulez-vous que l'inflation le touche? L'inflation touche qui? Les plus riches. Plus vous êtes riche, plus l'inflation vous fait mal. C'est évident. Imaginez un demi de 1% d'inflation aux États-Unis. Imaginez combien va perdre Bill Gates qui possède 70 milliards de dollars. Lui, ça lui fait mal. Mais le pauvre Américain qui n'a même pas de quoi acheter un téléphone, pourquoi voulez-vous que ça le touche? Alors je suis désolé, mais l'inflation, c'est la maladie de l'argent. Donc c'est une maladie qui touche d'abord ceux qui ont de l'argent. On ralentit l'inflation. Mais les milieux de bourse, les Jack Welch, qui sert de modèle ici, je sais comment c'est, Jack Welch, oui, non, modèle. Jack Welch, bon, le machin, et je suis là, passé après lui, j'avais des chiffres, j'avais tout ça, il dit, monsieur Welch, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait des dizaines de milliers de chômeurs aux États-Unis, et vous avez gonflé vos stock options de tant de centaines de millions. Alors maintenant, ne venez pas nous dire que vous êtes le héros de l'économie, vous êtes le héros de votre portefeuille. Ce qu'on appelle expectations theory, théorie des expectations, expectatives, anticipe. Ils anticipent donc qu'on va prendre des mesures, notamment de hausse d'intérêt. Si la Banque centrale fait monter les intérêts, toutes les banques montent les intérêts. Or, si les intérêts bancaires montent, les dollars, départ, machin, il ne va pas aller acheter des actions à la bourse. Il va les mettre dans une banque. S'il les met dans une banque, si ça ne va pas à la bourse, si personne n'achète plus les actions de la bourse, qu'est-ce qu'il arrive aux actions? On va leur baisse. Masse salariale, je vous dis, AT&T et Scott, 65 000 licenciés en une semaine. Ils transforment cette masse salariale en profit, dividende, pour maintenir la valeur de l'action. Conclusion, la bourse, la finance, le monde du business, ce sont les ennemis de l'économie. Il y en a marre de les présenter comme les héros de l'économie. Ce n'est pas vrai. Leur intérêt, c'est que l'économie ne marche pas. Ils vous parlent de milliers de gens que vous licenciez et d'argent que vous mettez dans vos poches. Alors répondez. Voilà. Bon, alors on veut imiter le modèle américain. Imitons-le, mais jusqu'au bout.
Alors voilà le fameux livre donc, qui a enrichi considérablement mon éditeur canadien, la 5e édition. Ça, c'est l'homme qui croyait au management. Là, je dis tout ce que je suis en train de vous lire là, mais dans le sens de détournement de connaissances de Taylor, Fayol, Simon, Mayo, etc., etc. Et puis, le modèle allemand et le modèle. Ça, c'est l'homme qui croyait à l'évolution du management. Il a évolué vers quoi? La crise de 2008. Stratégie de l'autruche, c'est l'homme qui croyait à l'économie. Je croyais à l'économie, mais il y a des tas de choses qui me font penser aujourd'hui que je crois autrement. Alors, je vais conclure en vous présentant 3 choses rapidement. La mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation véritablement? Qu'est-ce que le comportement des entreprises et des business face aux lois de la nature et face aux lois de la physique? Pourquoi je fais ça? Parce qu'un certain Einstein disait on ne peut jamais guérir un problème à partir du système de pensée qu'il a créé. Pour résoudre un problème, il faut prendre un autre système de pensée que celui qui a créé le problème. Pour les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes qui ont été créés par le néolibéralisme. Regardez François Hollande, regardez l'Angleterre, regardez la Grèce, regardez les États-Unis, ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent guérir un problème créé par le néolibéralisme avec plus de néolibéralisme. C'est pas possible. Il faut sortir de la pensée néolibérale pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la pensée néolibérale et la guérir. Mais pour ça, il faut être instruit. Autrement que dans le néolibéral. Si vous n'avez dans votre tête que le néolibéral, vous ne pensez que le néolibéral. Vous n'avez pas autre chose. Bon. Alors, donc, oui, il y a une autre phrase que j'aime bien aussi. Celle-ci d'un certain Hampton Sinclair, qui est un philosophe, écrivain qui a failli avoir une Nobel, pour peu importe. La phrase est magnifique. Il dit il relève de l'impossible que de tenter d'expliquer quelque chose à quelqu'un dont le gagne-pain dépend précisément du fait qu'il n'y comprenne rien. Je l'adore. Vous imaginez combien il y a de gens sur cette planète, et en Algérie, dont le gagne-pain dépend du fait qu'ils ne comprennent rien à ce que je dis. Il y en a combien? Il y en a. Hein? Non pas, Hampton Sinclair n'a pas voulu dire que c'est par bêtise ou pas du tout. C'est par intérêt. Ça va? Leur intérêt leur dicte de ne pas comprendre ce que je dis. Parce que c'est ça leur gagne-pain. Il ne faut pas qu'ils comprennent ce que je dis. Bon, alors, en combinant Sinclair et Einstein, qu'est-ce qu'on a? Ben regardez, comment il fonctionne ce système, offre de crédit infini, endettement, consommation, premier cercle vicieux. Deuxième cercle vicieux, croissance infinie, on a déjà parlé. Qu'est-ce qui peut croître de façon infinie? Le maximalisme, donc maximiser, 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 la croissance infinie. La seule chose qui peut être maximisée à l'infini, c'est quoi? La finance. Et la finance réalimente la croissance infinie, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est les deux grands cercles vicieux à la nôtre, mais les principaux que je voulais vous montrer. Alors si on adopte ça en Algérie, on est foutu. C'est la meilleure façon de détruire l'Algérie à vitesse grand V. On va voir pourquoi, avec les lois de la nature, et on va voir d'abord la mondialisation, pardon. Désolé, mais j'avais préparé trop de choses. J'étais trop ambitieux. Alors voilà, qu'est-ce que c'est la mondialisation? La mondialisation, c'est ceci. Le gâteau mondial des richesses, mais mon diapo est copié, hein, il est sur votre bureau. Hein. Donc, à votre disposition, ce que vous voudrez. Le gâteau mondial des richesses, de l'économie réelle. Alors, on est 3 groupes dans le monde à avoir abouti au même résultat. Pas le seul. La courbe d'avant, c'est un économiste chilien qui a obtenu le prix Nobel alternatif d'économie, qui a abouti au même résultat que moi, mais avec une autre méthode. Il a pris PND mondial et son évolution. Il y a un autre groupe américain qui a pris une autre méthode aussi, qui a abouti au même résultat. Moi, j'ai pris la méthode de comparaison des valeurs réelles des entreprises depuis qu'elles déclarent leur bilan et leur compte d'exploitation publiquement, donc les chiffres de la Banque mondiale, etc., jusqu'à à peu près les années 90. Et on a abouti au même résultat. Même conclusion. Exactement. Alors,
Et il y a Thomas Piketty qui vient d'écrire un best-seller mondial qui s'appelle, je vous le conseille, Capitalisme au XXIe siècle. Thomas Piketty, Capitalisme au XXIe siècle, qui fait fureur dans le monde actuellement, et c'est exactement ce que je dis depuis 30 ans. Et comme par hasard, il a fait une analyse statistique quantitative de l'économie occidentale depuis 3 siècles. Moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Donc, c'est vous dire que nul n'est prophète dans son pays, encore moins quand il dit des choses que les dominants n'aiment pas. Alors, donc ce gâteau, il a grossi de façon exponentielle. L'économie réelle. Qu'est-ce que c'est l'économie réelle? L'économie réelle, c'est l'économie qu'on fait avec du bois, avec du pétrole, avec du poisson, avec de la viande, avec, etc. Ce qu'on appelle les utilités, commodités légitimes. Hein? L'économie réelle. Bon. Ce gâteau-là, il a grossi 18e, 19e, siècle des Lumières, siècle des techniques, siècle des colonisations, etc., des empires. Il a augmenté de façon énorme. Mais la part des plus riches, qui est celle-ci, elle a augmenté aussi de façon énorme. Dupont de Nemours, la fameuse multinationale, son ancêtre, c'était un baron à la cour de Louis XIV. Donc ça date, hein? D'accord? Alors, le problème, c'est que la décennie 80, quand on a commencé à parler de crise mondiale, le gâteau mondial des richesses de l'économie réelle s'est arrêté de grossir. Non seulement il s'est arrêté de grossir, mais il a commencé à rétrécir, commencé à baisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne pouvait plus faire le maximum d'argent avec le maximum d'arbres. Ça va? La Terre ne donne pas le maximum d'arbres, elle donne les arbres qu'elle peut. On ne peut pas faire le maximum d'argent avec le maximum de monde.